C'est des mains normales, hein, c'est des mains d'employés de banque. Elles n'ont pas toujours été comme ça. C'est certainement la terre, c'est certainement... c'est la vie, hein. Elles trimballent pas mal de cailloux. Elles me plaisent bien. Ouais, elles sont pas mal. Ma deuxième vie, elle est peut-être plus terre à terre. Définitivement plus terre à terre. Je suis un peu un paysagiste dans l'idée. Après les vendanges, la vigne part dans une légère hibernation. Et puis au niveau des travaux, on va faire tout ce que l'euphorie de l'été nous a empêchés de faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est retrouver les parcelles comme elles auraient dû être il y a plein d'années. Et puis en hiver, comme il fait frisquet de porter des cailloux à gauche à droite, ça donne la niaque. Priorate, pour moi, ça n'avait absolument aucune signification. La première fois où je suis arrivé au sommet du col, je me suis dit, c'est hallucinant. J'ai l'impression de rentrer dans un livre de Jules Verne, Le Paradis perdu, ou Le Monde perdu. Sauvage, resté un peu figé dans le passé, terrien, minéral. En fait, il y a pas mal de traits communs avec le Valais. Et chaque fois, maintenant, quand je reviens, chaque fois que j'arrive là, il y a une espèce d'énergie qui se dégage. Il y a une présence, quelque chose de magique. C'est vraiment la première impression, c'est waouh! Au départ, c'était simplement une anecdote. C'était en touriste. C'était, allez, on va goûter des vins, on va manger, et puis après on retourne chez soi. Et puis après, quand le projet s'est concrétisé, c'est devenu un moteur, c'est devenu une énergie presque nécessaire. Sao, c'est rosé en catalan. Et Coster, c'est le coteau. Donc c'est la rosée du coteau. Ouais, au début des années 2000, un jeune vigneron vaudois, mais avec des racines galiciennes, était venu travailler chez un des producteurs de Priorate. Et il a beaucoup aimé la région, donc il a réussi à convaincre un petit cercle d'amis de financer le projet, Sao del Coster. Après, le projet grandissait, donc ils ont agrandi le cercle des bailleurs, et moi, c'est là que je suis rentré. J'étais dans la banque. J'étais associé dans une petite banque privée, et puis les temps ont changé. J'arrivais à 50 ans, et franchement, ça ne me branchait plus du tout. Et puis c'est pile à ce moment où le projet avait besoin d'une plus grande implication. La saison d'hiver, c'est à peu près 3 semaines ici, ensuite je vais 2 semaines sur Genève. Et puis ma compagne continue encore de travailler sur Genève. Et puis l'été, elle vient. Ouais. Ouais, t'as déjà atterri? Ouais, ben, quand t'arrives.
t'arrives à Falset, tu m'appelles et puis je descends. Allez, ciao, à demain. Bueno, a las 8 tenemos el chico de la mula y después vamos a llevar leña para la fujada. Terminamos piquetar. Vamos. El agua cuando va a llegar. L'agua. J'ai un ouvrier qui lui est salarié, qui vient tous les jours. Sur Aiguas. Il y a combien de plants? De Grenache et 1000 de Carignan. Et puis autrement, j'ai mon fils, Damien, qui vient régulièrement, et puis les copains qui viennent pour travailler. También la barra de hielo para intentar sacar esta piedra que resistió ayer. Muy bien. Vamos. La raison pour laquelle on maintient le projet à cette dimension humaine, c'est que moi je me suis toujours dit, il faut que je puisse le faire dans le pire des cas tout seul. Je me dis, tiens, si mon ouvrier part, ça ne peut pas remettre en question le projet. Sao, c'est 12 hectares. Une grande partie reste à planter. Là-haut, on peut encore en planter un sur le talus, là. Dans l'alignement des 5, 6. Puis là, on essaie de se faire un petit bonus en augmentant le nombre de pieds sur la parcelle. Et voilà. On va planter du grenache. Et puis dans 4 ans, on aura peut-être les premiers raisins. Mon père et moi, on n'est pas œnologue, on n'est pas vigneron de génération en génération, donc on apprend. Alors moi, je me suis associé au projet il y a 3 ou 4 ans. Et maintenant, mon rôle, c'est vraiment de venir aider mon père dès que possible. Il y avait vraiment cette idée de construire quelque chose. Et en plus, bonus avec mon père, donc ça nous rapproche beaucoup. C'est presque une profession de foi. Je décris souvent mon père comme étant Sisyphe. Donc tu vois, il pousse la pierre en haut des vignes. Et le lendemain, il faut tout refaire. Ou en tout cas, il y a un travail aussi conséquent à faire. Donc c'est beau. Et moi, ça m'a rendu aussi très humble, parce que tu viens des fois avec une liste de choses à faire qui est gigantesque. Et petit à petit, tu apprends que rien se fait tout seul, donc tout prend du temps. Le priorat, c'est de la pierre. Il faut s'imaginer un énorme rocher qui est en train de se transformer dans l'ultime état de la pierre, c'est du sable. La première transformation, c'est de se transformer en ardoise, et c'est ce qui fait la différence du priorat par rapport aux autres appellations qui l'entourent. Donc on plante dans du caillou. No. Volvemos con... No tenemos un chapeau. Les anciens qui, année après année, ont raboté la surface de ce gros rocher, l'ont transformé en 50 cm, 1 mètre peut-être de terrain dans lequel on peut planter. Tout le reste, on doit le gagner au rocher. Et ça se fait à la pioche, ça se fait à la baramine, ça se fait durement, on va dire, dans la douleur. Il va trouver du pétrole là. Ouais. On pratique une agriculture comme les ancêtres la pratiquaient. La mule, c'est un animal qui est respectueux du sous-sol, et puis c'est un rythme, à l'image de l'être humain. C'est une réponse à ceux qui veulent que ça aille très vite. Je trouve que c'est un peu en symbiose avec le projet. C'est donner du temps au temps. Et moi je trouve la symbolique de la mule dans des vignes, je trouve ça juste magique.
Ça, c'est les bébés. Elles appellent des barbus. Ils ont une espèce de une petite barbichette. Donc on les réduit au maximum pour que ça rentre dans le trou. Après, le challenge, ça va être de les faire tenir dans la chaleur. Parce qu'il faut se dire qu'à la surface, des fois, on arrive à 40 degrés. Donc des petites racines comme ça, c'est une salade de vermicelle. Donc il faut vraiment leur donner l'aide, en tout cas les 2 premières années. Et puis c'est un espèce de combat pour la survie. Sur une parcelle comme ça, il faut compter 30% de survivants. Donc le reste, c'est l'année prochaine, on plantera les manquants et puis on aura de nouveau un 30%. Donc d'année en année, on va essayer de compléter la vigne. Los 4 de abajo no lo hacemos todavía, hein? Los 4 qui sont abajo. Depuis 2 ans, nous avons une œnologue brillante. Sonia fait un travail admirable. Elle est ingénieure agronome, ce qui aussi ici nous aide parce que il y a certains endroits où ça ne sert à rien de planter. On pourra essayer pendant 100 ans et puis on aura 100 ans de débâcle. À Sao del Coster, une de nos préoccupations principales, c'est d'être en équilibre avec l'environnement hostile qui est le nôtre. On utilise ce polymère d'origine végétale, qui est en fait une protéine de pomme de terre. Lorsqu'elle entre en contact avec de l'humidité, de l'eau, elle gonfle et conserve cette humidité jusqu'à 3 mois. On atteint donc 2 objectifs. Les plantes peuvent se développer et ne pas mourir, et on économise l'eau, qui est une ressource de plus en plus difficile à trouver. La force de ce terroir, c'est que la vigne, elle doit obligatoirement aller chercher en profondeur ce qu'elle n'obtiendra pas en surface. La vigne, pour qu'elle produise le meilleur, elle doit le faire dans la souffrance. Pour avoir cette concentration, pour avoir cette profondeur, cette subtilité, cette finesse, elle doit aller chercher les racines des autres herbes qu'il y a autour, elle doit sucer le jus du caillou et puis rendre ça dans le raisin. Et puis c'est ce qui fait que les bouteilles sont spectaculaires. Yo cortaría este y yo cortaría este también. No, este vamos a dejarlo. Corta este. Patrick a une sorte de connexion avec la terre. Et pour moi, c'est une grande qualité. Je ne pourrais pas participer au projet de quelqu'un qui ne respecte pas la terre. Il y en a d'autres qui aiment la terre, mais qui s'impliquent tellement dans la récupération des anciens vignobles, qui respectent le paysage et qui respectent la terre de cette manière. Ça, je pense que c'est quelque chose qui définit particulièrement Patrick. En Suisse, une vigne peut être qualifiée de vieille après 25 ans. Ici, il faut qu'elle ait 75 ans. Il faut s'imaginer que les plantes de la Poujada, ça aurait pu être mes arrière-grands-parents qui les ont plantées. Et moi, aujourd'hui, j'en récolterai le raisin. Si c'est des vignes où chaque 25 ans, on les arrache et on les replante, il n'y a pas le même émotionnel que dans des vignes qui ont 100 ans. Et puis le challenge, c'est de les faire venir à 150 ans, et puis peut-être à 200 ans, et puis peut-être un jour d'avoir les vignes les plus vieilles du priorat. On finit la taille en février-mars. Et la tradition, c'est de planter entre 2 rangées de vignes les oignons nouveaux et de les manger
après la taille. L'oignon se dit calçote en catalan. Et donc, cette espèce de brisolée catalane, c'est la calçotada. Puis c'est un moment convivial. Les ouvriers, les amis, ceux qui ont rendu un service. Vous vous dites, bah, tiens, on va faire une calçotada. C'est un moment assez sympa. Mon père, il a ce côté très authentique, il adore la terre, il adore la nature. Et il est un peu bourru. Ça, il n'y a rien à dire. Il est bourru, mais il est très sûr de lui. Et puis derrière, en fait, ce côté très dur, il est très communautaire un peu. Il adore créer cet esprit où tout le monde se sent le bienvenu. Et ça se ressent dans la personne qu'il est. Cava para comenzar. Je suis de toute façon un fan de ces cérémonies, de ces événements qui nous rappellent d'où on vient. Les moments qui me marquent encore maintenant, c'était quand j'allais garder les vaches à Champéry, et puis qu'on se faisait un feu, et puis qu'on grillait les 2-3 trucs. C'était super. Chaque fois que je monte dans les parcelles qu'on s'entend, je m'imagine que oui, il y a eu des gens bien avant moi qui ont fait le travail. C'est un immense témoin qu'on a reçu des précédents et qu'on va passer plus loin. Pour avoir le futur, il faut regarder dans le passé. Priorat, c'est du prieuré. C'est l'origine de toute la région. Il y a une énergie positive sur tout l'endroit. C'est juste magnifique. Et je pense qu'il devait déjà y avoir cette énergie lorsqu'ils sont arrivés. Fin du XIIe siècle, les Chartreux, qui étaient en Provence, auraient entendu une histoire qu'un berger aurait vu une échelle descendre du ciel et des anges qui y montaient et qui descendaient. Et à l'endroit même de cet emplacement, ils ont demandé au roi catholique de l'époque d'avoir les terres pour y construire cette chartreuse. Ils sont venus avec leur cépage. Ils sont à la base de tout le vignoble. Ils ont planté plus de 3000 hectares de vignes dans des endroits qui sont inatteignables. Ils ont construit un réseau de production, d'entreposage. Et clairement, oui, sans eux, il n'y aurait pas de priorat. Les Chartreux sont arrivés à la fin du XIIe siècle et ont été chassés en 1835. Après, ça a été une grosse hibernation, jusqu'à ce que le gouvernement espagnol sponsorise les producteurs de vin. Et là, on commence à produire des vins très charpentés, des vins qui coloraient tous les vignobles d'Europe. Ça a marché jusqu'à ce que le phylloxéra débarque. Et ça a été un tremblement de terre. Puis après, il y a eu la Première Guerre mondiale, après il y a eu la guerre civile, la Deuxième Guerre mondiale, et les villages ont été abandonnés, jusque dans les années 80. Un jour, il y a un groupe de jeunes qui débarquent, et puis ils voient toutes ces vignes presque abandonnées, et ils ont décidé de les tailler et de les remettre en valeur. Pendant 3 ans, ils ont vendu des bouteilles qu'aux amis et parents. Et surtout, c'était des vins qu'on considérait chers parce qu'ils étaient vendus à 9 € la bouteille. Puis après, un avocat américain, Robert Parker, qui avait pris l'habitude de donner des notes au vin.
Il visite le priorat et donne une note presque parfaite à un Clos Mogador 1996. Et ça a vraiment été le détonateur de l'essor du priorat dans les esprits. Aujourd'hui, la bouteille la plus chère du priorat, l'Ermita, c'est une bouteille qui se vend à 1500 € la bouteille. Même si les petits bourgeons ont été piqués, ils sortent. Ouais. Oui, il y a un petit coup de froid qui fait qu'on le voit. Hein, là, Ils ont bien gelé quand même, hein, tu vois. Ouais. La nature prévoit toujours un plan B. Là, il y a eu un premier bourgeon qui est sorti et qui a pris le froid il y a un mois. Et derrière, on a un bourgeon secondaire qui assure quand même la survie. J'ai un consultant pour tout ce qui est biodynamie qui est depuis le début est très important parce que lui a été vigneron. Il a épousé la cause de la biodynamie et quand il vient, tous ses avis sont de bons conseils. Là, on est au début du mois de mai et il y a eu des nuits bien fraîches et des journées très chaudes. C'est le terrain de développement de l'oïdium. Ouais. L'oïdium, en fait, c'est pour la vigne, c'est l'équivalent d'un gros rhume. Et qu'est-ce qu'on fait pour lutter ça? On fait un soufre. Et le soufre, qui est l'élément volcanique par excellence, c'est le symbole du feu. En fait, on lutte contre l'excès d'eau, pas en détruisant par de la chimie le pathogène, mais en rééquilibrant. Donc là, pour le mulching, on a pris de la laine de mouton. L'avantage de Patrick, c'est comme il n'était pas du domaine, il n'était pas du métier, et en fait, il était extrêmement ouvert. Et tout ce que je lui ai dit, il trouvait que ça avait du sens. Et comme c'est un homme d'action, ce que je lui disais, il mettait en application un peu comme une machine de guerre, mais ça fonctionne très bien, quoi. On fait du super bon boulot parce qu'on s'amuse en même temps et on apprend. Et quand je viens d'une fois sur l'autre, je constate que le travail a été fait et pour moi c'est déjà un petit miracle. J'ai pris un échantillon de chaque barrique. On va commencer par les grenaches. Ah, c'est la barrique 10. Là, on prépare l'assemblage du Terram 2022. On va produire 6 000 à 7 000 bouteilles de Terram et c'est important que le résultat soit au niveau de nos attentes. Il est très marqué grenache. Ouais. Donc on a le cassis qui sort en premier nez, en première bouche. Et puis après, il y a un collet brûlant qui ressort en fond de gorge, qui brûle un peu. Ouais. Donc, avoir tempéré avec l'assemblage des autres. Bon, elle est rampe, mais je trouve qu'elle est bien celle-là, non? Moi, j'aime bien la finale. C'est le meilleur équilibre que je trouve depuis le début. C'est un échantillon de chaque barrique qu'on goûte l'un après l'autre. Là, on est sur la 11. Si personne n'a levé le doigt pour dire « ça me plaît pas », ou si personne dit « moi, je le trouve trop bon pour rentrer dans l'assemblage final », eh bien, il rentre dans l'assemblage final. Moi, j'adorais le côté fumé de la 2 aussi. Il y a un côté fumé, là, qu'il n'y avait pas sur les barriques précédentes, qui est très bien. Donc moi, j'aime associer des avis différents, des professionnels de la dégustation, des gens qui goûtent très bien, et des copains. Moi, je ne ferais pas une cuvée spéciale avec ça, parce que c'est pas vraiment le c'est pas le priorat en tant que tel. J'ai jamais vu l'intérêt du cabernet dans le priorat, mais bon. Pour moi, le truc qui fait tomber de sa chaise, il n'est pas là. C'est évident que d'aller demander leur opinion à d'autres gens, il faut accepter qu'ils n'aient pas la même opinion que la mienne. Je prends d'ailleurs délibérément des caractériels et des gens avec des opinions bien tranchées pour justement avoir ces opinions. Parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir quelqu'un qui dit « tu fais de la merde » que quelqu'un qui te dit « c'est magnifique ». Magnifique. Merci à chacun. Et santé. Le plus d'épices. Ah ouais, bien sûr.
São del Coster, c'est, je dirais d'abord une histoire de copains. En 2005, je suis arrivé et j'ai tellement aimé cette région que finalement, je suis parti dans l'aventure. Ce groupe de copains à la base a évolué, a grandi, après c'est un peu disloqué, regrandi, et puis finalement, Patrick et moi sommes restés seuls dans le projet. Même si j'étais venu avant lui, j'aurais pas pu soutenir cet effort, rien qu'en termes de temps. Si Patrick n'était pas là, São n'existerait plus. L'embouche est magnifique, il est top. Donc je pense qu'on peut féliciter Sonia pour... Touche féminine. Pour avoir amené la puissance que je veux dans Poujada et en gardant la finesse. Le corps des Alpes, c'est notre ADN. Quand j'allais garder les vaches, moi je me rappelle que tous les 15 août, il y avait les gens qui venaient avec les corps des Alpes. C'est majestueux, le son est magnifique. On célèbre le 20e millésime de São del Coster. Le vin, c'est du partage et le partager justement avec des gens qui viennent simplement pour passer un bon moment, moi je trouve ça absolument jouissif, quoi. De maquillage, on va dire, c'est un petit peu le rend tout joli. Especial, hein? Ella son especial. Muy raro. Patrick, c'est toujours une personne assez exubérante, une personnalité un peu hors du commun de par son physique, de par sa voix, de par son humour. Donc il a toujours été un peu comme ça, mais il était habillé en costard cravate, maintenant il est tout le temps en carreau, comme un bûcheron canadien. Tout le monde le connaît, il l'appelle le Suisse fou, ici El Loco Suizo, c'est assez marrant. Au début, on venait dans le village, on nous prenait pour des fous. Et mon père a gagné le respect de tous les vignerons, de tous les habitants, où maintenant, quand on va dans le village, tout le monde le salue de loin, c'est Patrick, le viking, il l'appelle. Les gens commencent à accepter finalement le projet qu'on est en train de construire. Mais il a fallu faire nos preuves. Dos plantas cada cubo. Depuis fin avril, il n'y a pas eu une goutte de pluie. Il fait 25 degrés à 3 h matin. L'arrosage, c'est malheureusement devenu indispensable pour une nouvelle plantation, mais c'est pas viable pendant très longtemps. Les réservoirs sont à sec, toutes les sources de montagne sont taries.
Les vignes sont en souffrance. Il est mort. D'ailleurs, il a craqué comme une brindille. Ça, c'est vraiment le test évident. C'est frustrant. Quand on voit les bourgeons, quand on voit les feuilles, on se dit « Ah, bah là, ça va le faire. » Et puis après, tu vois que ça le fait plus. Puis quand elle commence à crever, c'est rageant. On a planté sur les terrasses du bas, là tout est mort. Mais là, on voit que la terre, il n'y a plus de vie, il n'y a même plus d'herbe qui pousse. 4, 5, 6, 7, 8. 8 vivants. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sur 50. 8 sur 50. Ouais, ça fait 15%. D'un côté, on est triste parce qu'il y a des plants qui meurent. Mais c'est un peu comme la vie, en fait. C'est célébrer les morts, mais vivre avec les vivants. Le raisin, s'il est de bonne qualité au moment de la vendange, eh ben, ça fera des vins qui sont topissimes. Produire, c'est bien, vendre, c'est tout aussi bien. On produit 15 000 bouteilles dans une année normale. C'est pas un chiffre qui est si colossal qu'on est obligé de s'entourer d'une armée de vendeurs. Bonjour, c'est le Père Noël. Bonjour, bonjour. J'aime bien l'idée de vendre au client final et de pas simplement passer par un distributeur. On est comment en millésime là-dessus? Donc on a parlé de 18, ouais. ici on a la 21, mais il n'y en a pratiquement plus, ouais. Donc on va sauter à 23. Et puis ça, c'est anecdotique. Et ça, c'était un one-off, 100% Grenache, noir. J'incite les personnes à découvrir le Priorat, qui est une région encore un peu méconnue. Ah, totalement. Puis regarde, pour 25 balles. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans plein d'endroits loin, Brésil, États-Unis, Angleterre. Mais c'est ici que ça a commencé, quoi. Du côté paternel, c'est Collonges. On est bourgeois de Collonges depuis Adam. Il y a toujours eu un esprit très clanique, un peu très village de Gaulois. Les gens, s'ils t'aiment bien, ils vont t'attribuer un petit nom. Moi, c'était long sec. Là, le sec, il a pris l'humidité, là. Alors ici, on est dans une cabane qui a été retapée par la bourgeoisie de Collonges. Et les gens viennent pour passer un bon moment dans un endroit qui est magnifique. Alors ce week-end, c'est moi qui en suis le gardien. C'est alimenter le feu si quelqu'un arrivait, c'est avoir une soupe à disposition s'il y a besoin. Il y a une petite cantine. Mon père était dans les premiers à avoir décidé de la restauration de cet alpage, mais on venait comme gamin. Moi, j'allais garder les vaches en été quand j'étais gamin, mais comme tous les enfants de Collonges.
On vient de quelque part, et moi, ce quelque part, ben, il est rural, même si tout ce que j'ai fait après, c'était aux antipodes du rural. Mais à quelque part, moi, j'adore ça. Mes parents avaient déjà 2 enfants lorsqu'ils avaient à peine 20 ans, donc ça a été... on va pas mâcher le passé, c'est un des mauvais souvenirs que j'ai mis dans la poche de l'oubli, mais oui, c'était chaud. Enfin voilà, c'était chaud. C'était d'autres temps. Le martinet était autorisé, le cintre en bois aussi, donc il fallait être bourré pour... C'était un état d'esprit aussi à l'époque. On est tous partis pratiquement l'âge qu'on pouvait plus un jour. Mais c'est grâce à ces racines, peut-être, et puis à cette espèce de bagage de survie que je me suis constitué, qu'on s'adapte. Le priorat, c'est parti de rien, et puis tout d'un coup, c'est devenu quelque chose d'important, et puis maintenant, c'est devenu quelque chose de nécessaire à mon quotidien. De chérir la terre, de la travailler, de la respecter, d'en cueillir le produit avec mes règles. Je sais que je peux aller à n'importe quel moment dans ma vigne, même croquer un grain de raisin, et puis je sais que tout ce qui a été fait... c'est selon mes convictions, et ça me plaît bien. Lui, c'est sa passion, il se lève ça haut, il se couche ça haut, et puis quand il est ici, il peut passer 12-15 heures par jour. Ici, c'est un staccanoviste. Pas parler pour lui, mais je pense qu'il est beaucoup plus heureux dans un environnement tel que dans le Priorat que dans une ville comme Agenève. C'est évident. Je me rappelle même de vendanges, quand on n'était plus que les deux, où on devait bosser jusqu'à 3 heures du matin pour trier tous les raisins, parce qu'une fois que les raisins sont rentrés, il faut absolument les mettre en cuve, quoi. Et lui, il n'y a pas de problème quand il y va, en cadence. Chaque année, après les vendanges, quand on voit l'état des vignes et puis qu'on se dit, je pense qu'on a peut-être fait notre dernière vendange, il va falloir qu'on se recycle, qu'on plante des abricots ou des châtaignes, et puis ça repart. Quand on fait du vin, de mettre l'étiquette et puis de la mettre dans sa caisse définitive, c'est une satisfaction. C'est-à-dire que le raisin est rentré en bonne qualité, on a réussi à en faire quelque chose qui a eu une valeur ajoutée, et puis c'est la fin des soucis pour le millésime. Il veut faire un vin qui représente vraiment les raisins du Priorat avec le moins d'artifice possible. Avec une complexité d'arômes qui vous remplit de sensations. Et c'est exactement ce que j'aime élaborer. ¿Este ya la he echado? Sí, falta. No, este. Sí, ya se puede tapar. Y sin hielo. Sin hielo, está bajo, está a 22 grados. Ah, muy bien. Patrick, je pense que c'est une personne très courageuse parce qu'il a pris des risques tout au long de sa vie.
Il a quitté le monde de la banque, un monde qui, économiquement parlant, le soutenait probablement très bien, et il a pris des risques pour ce projet, qui est vraiment compliqué. Et il risque tout. Ça en dit long sur qui il est. C'est clair que n'importe quel agriculteur, paysan, vigneron, il veut que son patrimoine soit en bonne santé et puis qu'il puisse le passer à la prochaine génération. Primavera, ce coteau est déjà quelque part dans mon calendrier pour les années à venir. Ce serait d'aller planter au sommet de cette parcelle. Et puis à moyen terme, d'avoir les oliviers, la vigne, et puis les deux en harmonie. Ce serait une super transmission, un superbe héritage pour les générations à venir. Ce sera mon petit-fils qui plantera le clou en or. Chaque étape, ça va être la pierre qu'on pousse au sommet de la montagne et puis qui va automatiquement retomber de l'autre côté. Et c'est passionnant. J'en verrai pas les résultats, mais j'en aurai planté les semences.